Le conflit en Ukraine pourrait-il dégénérer en guerre mondiale? On sent que les choses s'accélèrent avec les dernières prises de position des uns et des autres. Plusieurs déclarations aujourd'hui nous interpellent. Analyse signée Xavier de Giacometti, Catherine de Gentil de Caneco, nos éditorialistes qui sont avec nous. Merci à tous les deux de nous avoir rejoints. Et notre invité général Vincent Desportes, bonjour. Ancien directeur de l'école de guerre, professeur des universités associé à Sciences Po et HEC, auteur de Devenez leader, publié aux éditions Odile Jacob. Les déclarations dont je vous parlais, il y en a une, notamment celle de Sergueï Lavrov, c'était ce matin. Le ministre russe des Affaires étrangères répond à une interview d'un journal turc, et voilà ce qu'il dit. Les États-Unis et la Russie sont au bord d'un conflit militaire direct. Donc c'est évidemment une phrase qui nous a interpellés. Évidemment, il incombe la faute à Joe Biden, qui n'a fait que attiser la russophobie dans son pays. À qui est-ce qu'il s'adresse avant tout, la Sergueï Lavrov, en affirmant une telle chose ? Il s'adresse évidemment aux alliés de l'Ukraine pour leur expliquer que ce n'est pas parce que les Russes ont fait venir des Nord-Coréens sur leur terrain. Pour l'instant, a priori, ils sont pas encore où ils ne passeront pas d'ailleurs en Ukraine, et que ce n'est pas parce que les alliés de l'Ukraine justement ont quand même beaucoup dit que c'était inadmissible, qu'il fallait que les Nord-Coréens retournent chez eux, etc. C'est pour dire voilà, la Russie non seulement ne se laisse pas impressionner, mais en plus, même si on en arrive à un conflit militaire direct avec les États-Unis, on est prêt. C'est ça que ça veut dire. Et évidemment, ne jamais oublier qu'on n'est qu'à 4 jours de l'élection présidentielle américaine, et que c'est pour appuyer évidemment sur éventuellement sensible. Oui, voilà. Et puis vous avez noté la deuxième partie de la phrase, c'est Joe Biden, bien sûr, qui est responsable de tout ça. Donc conclusion, si on élisait Donald Trump, sûrement ce serait finalement beaucoup mieux. Donc il y a 3 messages en fait. La Russie ne se laisse pas impressionner. Joe Biden est responsable du problème. Et puis voter Donald Trump. Bien sûr, voter Donald Trump, même si officiellement, il le dit dans la suite de l'interview. C'est l'inverse. La Russie n'a aucune préférence. Voilà. Vladimir Poutine avait même dit ce serait mieux que ce soit les démocrates qui restent à la Maison-Blanche. Mais c'est une vieille technique du KGB, évidemment. C'est le baiser de Judas. C'est ça. C'est-à-dire qu'on désigne une personne pour en fait lui nuire. Exactement. Général, triple message envoyé là par Sergueï Lavrov. Pour autant, est-ce qu'il faut être inquiet ? D'abord, je souscris aux analyses qui viennent d'être faites, et je crois que non, il ne faut surtout pas l'être, parce que ce serait exactement tomber dans le piège qui nous est tendu. Que dit la Russie ? Elle dit je n'ai pas peur. D'ailleurs, je me lance dans une manœuvre qui est nouvelle, d'inviter un ami à venir se battre avec moi. Tout ça, effectivement, pour nous faire peur. Ils visent à nous faire peur, et nous remarquons que ça marche depuis le 24 février 2022. Donc surtout, il ne faut pas avoir peur. Il faut raison garder. On ne voit pas pourquoi cette affaire-là déclencherait la Troisième Guerre mondiale. Nous en sommes évidemment loin. Nous sommes toujours au cœur d'un combat entre le Sud global, l'axe Russie, Corée du Nord, Iran, Chine, contre l'Occident. Nous sommes toujours dans une lutte pour la désoccidentalisation du monde, mais nous ne sommes pas à la veille de la Troisième Guerre mondiale. Et effectivement, la Russie pousse ses pions. On a vu les bombardements d'Odessa hier, etc. La Russie a quelques jours justement pour continuer à avancer, à forcer. Et c'est bien exactement dans ce cadre-là qu'il faut comprendre à la fois l'envoi de troupes nord-coréennes et à la fois le discours de M. Lavrov. Bon, alors je ne suis pas inquiète et je vous écoute. Pour autant, il y a quand même quelques indices, moi, qui me disent j'ai l'impression que ça se corse un petit peu. On va essayer de poser un peu les faits. Vous parlez tous effectivement des soldats nord-coréens qui sont arrivés en Russie. Ils sont probablement positionnés dans la région de Koursk. Ils seraient 10 000, selon les renseignements américains et sud-coréens. Mais quelle est leur mission exactement ? Ça, on ne sait pas. Est-ce que ces soldats vont venir combattre en Ukraine ? Ça, on ne sait pas. En tout cas, les Américains n'ont pas beaucoup de doutes. Ils pourraient franchir la frontière. Écoutez. La Russie a formé les soldats de la Corée du Nord aux opérations d'artillerie et d'infanterie de base, y compris au nettoyage des tranchées, ce qui montre qu'elle a bien l'intention d'utiliser ses forces dans des opérations de première ligne. Si ces troupes s'engageaient dans des opérations de combat ou de soutien au combat contre l'Ukraine, elles deviendront des cibles militaires légitimes. Bon, là aussi, il y a forcément un message qui est envoyé par les États-Unis. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que là, vraiment, les Américains sont en train de nous dire, a priori, il n'y a pas de doute, ils sont là-bas pour, à un moment donné, aller sur le sol ukrainien ?
Il n'y a pas de doute, ils sont là-bas pour à un moment donné combattre. Alors, est-ce qu'ils vont combattre uniquement dans l'oblast de Koursk? Est-ce qu'ils vont franchir la frontière? Mais j'allais dire, et alors, ça va pas changer grand-chose finalement. D'abord, ils sont 10 000 par rapport aux forces engagées, 500, 600 000 Russes. C'est epsilon, c'est pas grand-chose. En revanche, il y a une véritable démonstration politique. C'est pas du tout anodin que tout cela intervienne quelques jours avant l'élection américaine. Effectivement, le général Desportes tout à l'heure disait non, il ne faut pas avoir peur. Non, il faut surtout pas avoir peur parce que c'est fait pour ça. C'est fait pour instiller la peur auprès, tout de suite, de l'électorat américain, pour lui dire, écoutez, peut-être mieux si vous prenez Trump, parce que du coup, ça se passera sans doute mieux, d'autant plus que vous avez vu, ça a été démontré qu'il était assez proche de nous. Peut-être on pourra trouver des arrangements. Et puis il y a toujours cette politique avec Trump du donnant-donnant, cette politique contractuelle. On peut toujours s'arranger, alors que Joe Biden est profondément russophobe. Avec lui, il est clair, Kamala Harris, entre guillemets, puisqu'il n'est plus candidat, ce sera beaucoup plus difficile. Il y a ça. Mais dans ce que disait le général Desportes tout à l'heure, il y a aussi tout ce qu'on répète depuis des mois, des années maintenant, c'est la crainte, la peur que les Russes veulent instiller en Occident plus généralement, et notamment du côté des Européens. Si vous dites à un Européen « troisième guerre mondiale », honnêtement, il le perçoit encore mieux, encore plus fort dans ses tripes qu'un Américain. Les Américains sont venus à notre secours, ils sont morts sur nos plages, ils ont combattu, mais la Seconde Guerre mondiale sont bien les Européens, tous les Européens qui l'ont vécu dans leur chair, dans leur pays, sur leur paysage, et la première aussi. Donc voilà, ça sert à ça, ça sert à faire peur. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on peut remarquer aussi que le conflit est aujourd'hui, moi, ce que j'appelle mondialisé. Toutes les nations ont pris fait et cause pour l'un ou l'autre des camps. Il y a des nations qui ne l'ont pas fait. La Turquie, par exemple, c'est intéressant que ce soit dans un journal turc d'ailleurs. Petit signal pour les Turcs, il va peut-être falloir choisir à un moment votre camp. Mais beaucoup de nations sont impliquées par la fourniture d'armes, par la fourniture de renseignements des deux côtés. Et puis on voit bien qu'il y a deux blocs qui sont en train largement de se dessiner. D'un côté les Occidentaux avec les États-Unis, de l'autre côté Russie, Corée du Nord, on l'a un peu oublié, mais l'Iran qui fournit des missiles, qui fournit de l'armement important à la Russie avec un échange sans doute sur le nucléaire. Et puis en arrière-plan, puisqu'ils restent extrêmement discrets, mais ils aident les Russes, il y a la Chine. Dans l'autre camp, USA, Corée du Sud, Taïwan, Japon. Et tout ça nous bascule totalement sur l'axe Pacifique, sur l'Asie. La Troisième Guerre mondiale, comment pourrait-elle arriver? Pas forcément par l'Ukraine. Elle peut aussi arriver parce qu'à un moment, Kim Jong-un a décidé qu'il était temps de franchir la DMZ et de s'en prendre à son voisin du Sud, coréen du Sud, la Corée du Sud, puisque il y a pas longtemps, la Corée du Nord a décrété que désormais, son objectif, c'était de s'en prendre à la Corée du Sud. Donc tout ça est encore très vague, très compliqué. C'est fait totalement pour nous faire peur. Le pire n'est jamais sûr, mais les dangers existent. Bon, alors c'est fait pour nous faire peur. On va garder la tête froide, on a bien compris. Mais c'est important parce que non, mais bien on ne peut pas réfléchir autrement si on est aveuglé justement par cette peur. Mais il y avait une deuxième déclaration du jour qui nous a interpellés. Là, ça vient du côté de la Corée du Nord, où elle parle de son partenariat, on veut dire, avec la Russie. Bon, ça risque d'aller loin, écoutez. La République populaire démocratique de Corée a une confiance inébranlable en l'armée russe. La Russie s'est levée avec détermination pour mener une juste lutte. Elle s'est levée pour mettre fin à l'autoritarisme, aux actions unilatérales des États-Unis et de l'Occident. Elle s'est levée pour établir un nouvel ordre international. La Russie s'est levée et elle remportera sans aucun doute la victoire sous la sage direction du camarade président Poutine. Nous réaffirmons que nous resterons toujours fermement aux côtés de nos camarades russes, et ce, jusqu'au jour de la victoire. Nous resterons aux côtés de la Russie jusqu'au jour de la victoire. Mais la victoire où? Alors, le camarade Poutine, il faut peut-être le signaler à la ministre des Affaires étrangères nord-coréenne, qui sont plus communistes en Russie. Mais la victoire, c'est la victoire par rapport à l'Ukraine, déjà, c'est clair. Ils ont dit aussi, dans un grand élan déclaratoire, les Nord-Coréens, qu'ils allaient aussi renforcer tout ce qui est leur arsenal nucléaire. Donc on voit effectivement qu'il y a une montée en puissance militaire et puis surtout dans les déclarations qui vont dans le même sens, c'est-à-dire essayer d'impressionner l'Ukraine et ses alliés. Au-delà de ça, d'ailleurs, pour Vladimir Poutine, c'est aussi, souvenons-nous qu'on sort de la séquence du sommet des BRICS. C'est-à-dire que là, il a prouvé qu'il avait quand même les représentants de 3 milliards d'habitants de la planète qui avaient fait le voyage jusqu'à Kazan. Alors,
par réelle complicité avec la Russie ou par intérêt bien compris, mais en tout cas, ça représentait quand même la moitié des habitants.